Bonjour Freddy, alors merci de nous recevoir dans ton entreprise, donc Ruche et Ruchette de France. Là je fais un petit zoom sur ton affichette. Donc alors déjà, où est-ce qu'on se trouve? Dans quelle région? Dans quel village? Bonjour, tout d'abord merci de ta visite. Alors on se trouve dans le village de Montcontour qui est dans le nord de la Vienne. Et donc là on est sur la zone artisanale de Montcontour, dans l'entrée de Montcontour où est installée l'entreprise que je vais pouvoir vous présenter aujourd'hui. D'accord, super. Et alors donc déjà dans un premier temps, ce serait intéressant que tu nous parles un petit peu de ton passé. Qu'est-ce que tu faisais avant de te mettre dans la conception, la création de Ruche et de Ruchette? Quel était donc ton passé professionnel? Alors mon dernier métier c'était la surveillance de chantier, c'est-à-dire la surveillance de la bonne réalisation des chantiers nucléaires. J'avais une équipe de superviseurs et surveillais les chantiers nucléaires, notamment sur la zone de Flamanville, centrale de Flamanville. Donc tu étais spécialisé dans le nucléaire? Voilà, c'est ça. Alors donc, on a envie de dire tout de suite, aujourd'hui tu es dans les ruches, tu es dans les abeilles, tu t'inscris plus dans un secteur écologique. C'est quand même un grand écart ou pas par le fait de travailler dans le nucléaire, d'un seul coup de travailler dans un secteur plus écologique? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, ça peut être vu comme un grand écart. En fait, quand j'ai démarré cette mission de surveillance de chantier en centrale nucléaire sur Flamanville, il y avait énormément de travail et je me suis dit tiens, je vais trouver une activité à côté pour un petit peu décompresser le week-end. Et c'est là où j'ai été, on va dire, piqué au truc, c'est que j'ai découvert l'apiculture. D'accord. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant au point que j'ai fait le SNA, le Salon national d'apiculture et d'apithérapie qui avait lieu à Rouen, donc l'année 2018 en fin d'année. Ouais. Et là, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse quelque chose en lien avec cette activité. D'accord. Donc moi, j'ai découvert l'activité avec monsieur Lionel Josse. Oui. Qui vit donc dans la Manche. Et ça a été le départ du coup de cœur pour l'apiculture et l'envie d'en faire un réel métier quelque part. Donc j'ai un petit peu sondé toutes les activités possibles sur l'apiculture. Et donc là, tu as fait une formation avec lui Alors il m'a formé pendant 4 ou 5 mois sur comment avoir une ruche, comment la gérer de façon simple en intervenant le moins possible sur la vie des abeilles. Donc vraiment une formation d'apiculteur, non pas de concepteur de ruche. Une formation d'apiculteur, tout à fait, oui. En même temps, c'est fondamental de savoir comment fonctionne faut tout à fait, pour pouvoir la concevoir. Il faut pouvoir les connaître pour bien pouvoir répondre au mieux à ce dont elles ont besoin, quoi. Très bien. Donc là, l'entreprise, donc c'était une entreprise qui était déjà existante. Tout à fait. Ruche et Ruchette de France, que tu as donc repris. Donc qui était la société de monsieur Poteloin, qui fabriquait des ruches depuis une dizaine d'années à peu près. Oui. Donc au départ sous le nom de Plessis Service, et ensuite sous le nom de Ruche et Ruchette de France. D'accord. Et donc ce monsieur est parti à la retraite et toi tu es le repreneur. Et j'ai eu l'opportunité de pouvoir reprendre les machines et le stock. D'accord. Et donc là, tu es en train de faire... Donc là, c'est la mise en lumière en fait, des produits avec une lightbox qui permet de faire des photos avec très peu d'ombre. Pour ton site internet, parce que tu es en train de refaire un site internet pour pouvoir découvrir d'ici combien de temps? D'ici 2-3 semaines, je pense qu'il sera en service. Bon, bah super. Alors cool, donc là, on arrive dans ton atelier. Donc c'est là où tu fabriques donc toi-même, hein, tu as des employés ou tu es tout seul? Non, je suis tout seul pour l'instant, mais il est possible que j'ai besoin de personnel par la suite en fonction des commandes. D'accord, très bien. Donc là on voit toutes tes machines, donc là c'est vraiment de la menuiserie avec toutes les scies, avec tout. D'accord, très bien. Et donc là c'est le bois, donc tu n'utilises qu'une essence de bois? Alors pour le moment il n'y a qu'une essence qui est utilisée, c'est du pin maritime. D'accord. Il y a environ 1 million d'hectares de forêt dans les Landes, et ça permet d'avoir une filière la plus courte possible. C'est du bois qui est à peu près à 250 à 300 km d'ici. D'accord. Qui est travaillé par une scierie que j'achète directement en scierie. D'accord. Moi je récupère des planches brutes. D'accord. Qui sont ensuite passées dans des gauchisseuses et raboteuses. D'accord. De façon à être bien lisse pour pouvoir être ensuite travaillée. Donc ensuite on va découper notre bois. Donc une fois que la planche est à format, on va la... Donc ça c'est le montage, là c'est en train de la... Ça c'est un corps de ruche en fait. D'accord. Donc c'est le but de ce bois, de fabriquer des corps de ruche. Ok. Donc là en fait on est sur un corps de ruche d'Adam en 10 cadres, qui est le standard pour les pays européens et avec on va dire des climats tempérés.
D'accord. Donc en fait, ce bois-là, on va le désépaissir, on va faire un montage à mi-bois sur les côtés. D'accord. Le but là, c'est encore d'utiliser le moins possible de produits de type colle et autres. Donc c'est un montage qui est fait à la vis. Mais de toute manière, ce que tu me disais tout à l'heure quand on discutait, c'est que s'il y a... Parce que là, tu es en train de parler de l'étanchéité de tes ruches, mais s'il y a des problèmes d'étanchéité, les abeilles elles-mêmes vont... Voilà. Si le bois travaille et qu'à un moment donné, il y a des petits trous, des aspérités, les abeilles vont venir mettre de la propolis entre les deux et combler toutes les aspérités. Ça évite aussi le parasite qui est la faustène qui vient pondre des larves dans les petits interstices et qui vont après, cette faustène qui va se nourrir de la cire des cadres d'abeilles. Et donc, en fin de compte, oui, parce que moi, tout bêtement, je pensais que les abeilles faisaient juste du miel, mais je ne savais pas qu'elles s'occupaient vraiment de l'aménagement intérieur, de l'entretien, en fin de compte, intérieur de la ruche par rapport tout à fait, Donc, elles peuvent faire de la propolis pour combler les interstices, mais une abeille qui va mourir, des fois, en manipulation, une abeille peut être écrasée entre deux cadres. Et bien, pour éviter les contaminations et autres, momifier les abeilles qui peuvent être mortes avec de la propolis, faire un sarcophage autour, et les abeilles deviennent pour en faire des éléments. Les cadavres deviennent étanches en fait. Il n'y a pas de risque de contamination bactérienne et autres. D'accord. Bon, alors tu vas nous montrer ces ruches, donc tu as 3 modèles de près. Voilà. Et donc en fait c'est vrai que tout à l'heure dans la discussion j'ai trouvé ça très intéressant le fait que tu me disais en plus de ça, l'abeille elle va en plus participer à maintenir une température bien précise en permanence. Ouais, c'est ça, en fait les abeilles elles vont consommer leur miel tout au long de l'année pour maintenir en fait leur colonie aux environs des 35 degrés. Donc l'intérieur de la ruche fait 35 degrés tout le temps pour été, automne, hiver, tout le temps. Leur but c'est de rester à 35 degrés pour le bien-être du couvain, donc des œufs et des larves qui vont pouvoir bien se développer dans cet environnement-là. Et donc justement, là tu as... Voilà ce qui se passe aujourd'hui, ce qui est très souvent fait en apiculture, c'est que les gens achètent des cadres qui sont filés avec des fils en inox. Et sur ces fils, on fixe de la cire gaufrée, donc c'est de la cire qui est gaufrée mais ça, c'est la cire naturelle. Artificiellement. C'est de la cire naturelle qui est récupérée chez les apiculteurs. D'accord. Donc les apiculteurs viennent très souvent chez leurs vendeurs de matériel pour déposer leurs cires qui leur sont rachetées. Et ensuite, ils rachètent le travail à façon des cires qui consiste en fait à les faire passer entre deux matrices pour arriver à une cire gaufrée comme celle-ci. Donc il y a des alvéoles. Voilà, c'est ça. Et avec la transparence, on voit celles qui sont derrière et elles se trouvent pas en face. Donc c'est-à-dire que c'est en quinconce en fait et ça permet de renforcer la structure des alvéoles en fait. D'accord. Et alors qu'est-ce qui va se passer à partir du moment donné où on met ces éléments dans la ruche? Alors en fait, les abeilles cirières vont venir travailler sur cette feuille de cire et elles vont venir étirer les petits hexagones qui leur sont fabriqués là. D'accord. Elles vont venir les étirer jusqu'à être à peu près affleurant du cadre. D'accord. Donc elles peuvent être affleurantes ou plus. Presque 1 cm, non? Environ 10 mm, voilà. Donc ça pour les deux côtés. Et donc ça va faire des petits comme des petits tubes en fait légèrement inclinés de façon les incline. Donc elle les incline légèrement. C'est vraiment précis. De façon à récupérer le nectar au maximum. Qu'elles vont transformer en miel au fil du temps, au fur et à mesure qu'elles le travaillent et qu'elles le régurgitent dans les cellules. Et elles vont aussi travailler à le sécher. Donc elles l'absorbent. Voilà, elles l'absorbent avec leurs enzymes, elles le transforment le pollen. Et ça devient du miel, et elles le stockent. Qu'elles vont stocker à l'intérieur. Pour pouvoir le reconsommer tout au long de l'hiver et à tout moment quand elles en ont besoin. Et donc ensuite, tu me disais, une fois que c'est prêt, elle bouche l'alvéole en fin. Voilà, quand le miel va arriver à environ 18% d'humidité, elles vont boucher les alvéoles avec de la cire. Et ça c'est pareil, c'est une donnée technique qu'elle maîtrise complètement. Elle maîtrise complètement, ouais. Elles sont à quelque chose près, elles sont à 18% d'humidité, quoi. Et à partir de ce moment-là, elle ferme l'alvéole. Voilà, elle ferme l'alvéole, elles savent qu'il peut se conserver pendant des mois et des mois, voire même des années. Incroyable. D'accord. Très bien. Donc, alors là, on a donc 3 modèles de ruches que tu proposes à la vente. Donc, les ventes se font de particuliers. Tu vends aussi bien pour des particuliers que des professionnels? Aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels. Aussi bien de la vente à l'unité, qui peuvent se faire
par le biais de salon, par le biais du site internet ou en bouche à oreille. Voilà, sur le site internet aussi, je pense aux gens qui n'habitent pas la région. Voilà, c'est ça. C'est possible de te commander carrément des ruches sur internet avec un paiement sécurisé, ok. Alors aujourd'hui, les 3 modèles les plus fabriqués sont ceux-ci. Donc ça va être une ruche d'Adam en 10 cadres. D'accord. Donc là, on est sur un modèle chalet. Le modèle chalet par rapport au modèle standard. Ouais. La seule différence, c'est qu'il y a 4 pieds en bois pour la surélever. On n'est pas sur un plancher plastique ou autre. D'accord. On a un toit chalet. Ouais. Et on a également un autre. Un autre élément qui s'ajoute. C'est le petit auvent en fait pour protéger de l'humidité l'entrée de la ruche. Donc là, c'est l'entrée pour les abeilles. D'accord. Donc là après, il faut rajouter une petite trappe, soit métallique, soit plastique. Il y a tout un tas de petits équipements qui s'achètent pour finaliser le montage de la ruche. D'accord. Et donc c'est un toit, donc ça ne rouille pas, ça c'est... Voilà, c'est ça, c'est un toit galvanisé. C'est un toit tôlé et galvanisé. D'accord. Qui permet d'avoir une ruche vraiment étanche. D'accord. Donc ensuite, on a notre cadre de corps là, qui est dans la hausse. C'est la seule partie qu'un apiculteur professionnel ou amateur doit récolter de sa ruche. Tout le reste du corps. Tout ce qui est en bas, ça doit rester. Tout ce qui est en bas, voilà, c'est ça. Ça va rester pour les abeilles, ça va être pour l'hiver. Et puis tous les moments où elles ont besoin de miel, elles viennent le récupérer dans les cadres de. Et qu'est-ce qui se passe si l'apiculteur ne respecte pas ça et prend aussi quelquefois les racks d'en bas? Alors en fait, il y a 2 problèmes. Le premier, c'est que les abeilles vont manquer de nourriture pour l'hiver. Et le deuxième problème, c'est que les abeilles sont traitées pour être protégées contre le varroa. Elles sont traitées avec des produits ou chimiques ou biologiques. Il y a des petites bandes qui s'appellent, par exemple, il y a ces produits-là qui sont ou d'autres marques, Apistan, choses comme ça. Et en fait, c'est des petites bandes où il y a un produit, en fait, un insecticide, qui doit être mis dans les ruches pendant 4 à 6 semaines pour traiter contre le varroa. Et après, en fait, ce qui fait qu'on va avoir sur la partie basse des cadres qui vont être plus ou moins contaminés avec des insecticides. C'est à très faible dose. Ah, d'accord. Donc c'est limité dans le temps. Il y a tout un protocole pour utiliser chaque marque de produit. Mais alors les bio, on a du miel bio? Alors les bio, ils utilisent d'autres systèmes, des acides oxaliques. Oui. Mais après, voilà, chaque apiculteur va avoir... Il y a des alternatives quand même de possibles par rapport à cette maladie. Oui, il y a plein d'alternatives. Je ne les connais pas toutes parce que je ne suis pas spécialiste sur le sujet du traitement. Mais effectivement, il y a pas mal d'alternatives possibles pour traiter contre le varroa. Très bien. Et donc ensuite, alors ça c'est la plus grande, ensuite on a une plus petite. Voilà, donc c'est le modèle qu'on appelle une ruchette. Alors qu'est-ce qui fait qu'on prend une grosse ruche d'une petite ruche? Alors en fait ça va être la taille de la colonie. D'accord. Si on crée des essaims, c'est-à-dire qu'on divise une colonie en 2 en début d'année, eh bien on va la positionner dans une ruchette. Donc là c'est un modèle qui pour l'instant n'est pas équipé en partie quincaillerie, notamment la bande la bande du haut, la crémaillère haute et puis la bande intercadre en bas. Et tu as toujours une ventilation basse comme ça, une aération quoi. Alors en fait on peut soit mettre un plancher plein, soit un plancher comme ici aéré sur la partie arrière. Ou des aérations totales. D'accord. Donc ça, ils ont besoin de ça. Et même s'il y a beaucoup de pluie, il n'y a pas de remontée d'humidité ou de remontée de froid l'hiver. Non, parce qu'en fait, elles vont créer elles-mêmes maintiennent la température. Des courants d'air à l'intérieur. Comment ça? En fait, en battant des ailes, elles vont arriver à faire des courants d'air et prendre l'air où elles veulent le prendre et le rejeter où elles veulent le rejeter. Donc en fait, elles vont organiser elles-mêmes des flux de circulation d'air en fonction. Donc elles gèrent la ventilation interne des... Elles gèrent la ventilation pour toujours rester à une température d'environ 35 degrés. Quoi. Incroyable. Voilà. Alors il y a un autre modèle aussi, il y a le modèle qui s'appelle le Nuclei. Donc un modèle avec un petit toit galvanisé en tôle. D'accord. Qui est assez peu de personnes le distribuent. Ouais, tu fais partie des rares à le faire alors. Voilà, c'est ça. En fait, j'ai un revendeur qui permet d'avoir ce système de toit. Donc après, on peut avoir un nourrisseur comme ça. Alors ça, c'est un nourrisseur pour mettre du sucre. Voilà, c'est ça. Bon. Alors ça, c'est très contesté aussi. Il y en a beaucoup qui contestent. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'intérêt ou... Je dirais que c'est un peu comme les pays du tiers-monde. Est-ce qu'on est d'accord quand il y a une famine dans leur pays, finalement, de se dire « Ah bah non, on va pas les nourrir ».
ils n'ont pas de pluie, ils n'ont pas de céréales cette année. Donc dans ce cas-là, on va dire, apprenons-leur à se nourrir tout seul, à cultiver, etc. Plutôt que... Mais là, ce sucre-là qu'on va intégrer, déjà, c'est quoi les fréquences? C'est une fois par an? C'est en entrée d'hiver? Alors en fait, ça dépend. Si les gens font par exemple des petits nucléi pour démarrer des nouvelles colonies, il va falloir les nourrir assez abondamment au départ pour que la colonie soit construise ses cadres. Après, il faut bien entretenir la reine. Si la reine a manque de sirop à un moment donné ou de nourriture, elle va arrêter sa ponte ou elle va pas démarrer sa ponte trop précocement dans la saison. D'accord. Donc il faut qu'elle soit quand même nourrie. Et donc les apiculteurs comme ça qui donnent du sirop, comment ils voient qu'ils doivent donner une alimentation complémentaire? Alors sur des petites ruches comme ça, on cherche même pas à la sous-peser, on va l'alimenter régulièrement en sirop. Mais sur des ruches qui sont un peu plus grandes, les apiculteurs font des visites sur les ruches, on va dire toutes les 1 à 3 semaines selon le type d'apiculture que les gens pratiquent. Et ils vont voir en fait s'il y a des manques de miel ou des trop pleins de miel, ça arrive. Donc un trop plein de miel, c'est simple, ils regardent les cadres de corps et ils vont voir qu'en fait il n'y a plus de place pour la ponte de la reine. D'accord. Donc il faut savoir que la reine en pleine saison, elle va pondre 2000-2500 œufs par jour. Elle a besoin d'une place très importante. Mais donc ce qui fera obligatoirement 2500 abeilles derrière? C'est ça en fait, tous les jours, donc on va dire environ une vingtaine de jours, 20-21 jours après, les abeilles qui ont été pondues vont être nées si c'est des abeilles. D'accord. Une reine, ça va être environ 16-17 jours. D'accord. Et puis les bourdons, ça va être, je crois que c'est dans les 20 et quelques jours, 20 D'accord. jours, quelque chose comme ça. Et la mortalité d'une ouvrière, c'est quoi? C'est 1 mois? Je sais pas, une guêpe, apparemment c'est 1 mois, mais une abeille... La guêpe, je sais pas. L'abeille, elle va vivre environ 1 mois pour les abeilles qui sont des abeilles de saison, 1 mois et demi, je pense qu'on doit être dans ces eaux-là. Par contre, quand on est sur une fin de saison en septembre-octobre, on va arriver sur des abeilles qui vont être des abeilles d'hiver. Et donc là, il va falloir faire très attention à ces abeilles-là parce qu'elles sont parties pour vivre tout l'hiver en fait. Donc la ponte de la reine va se stopper parce que c'est générateur d'une grosse consommation d'énergie, donc beaucoup de nourriture derrière. Pour alimenter la reine? Pour alimenter la reine, mais c'est surtout pour en fait maintenir le couvain à température. D'accord. C'est lui qui a besoin de température, c'est lui qui va faire que ça va consommer beaucoup de... Parce que la reine, elle vit combien de temps? La reine, elle peut vivre en théorie jusqu'à 5 ans. Maintenant, après, elle dépend de tous les facteurs extérieurs. D'accord. Et c'est pas forcément évident de vivre 5 ans. Quand on a des périodes de sécheresse, des grands froids, après il y a tout ce qui peut être pesticides, j'en entends beaucoup parler. Et puis tous les produits chimiques que monsieur tout le monde utilise dans son jardin. Et puis le manque de nourriture aussi, c'est aussi un des problèmes, quoi. Très bien. Bon c'est formidable. Alors merci beaucoup Freddy pour cette belle découverte, pour ces belles explications très claires. Et en tous les cas on va te suivre. On te souhaite un beau succès. On ira sur ton site d'ici 1 mois quand tu auras mis tout ça en ligne. Et on te souhaite bon courage et puis bon courage pour la suite. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo. C'est toujours encourageant pour la suite et puis pour vous produire des nouvelles vidéos, des nouveaux contenus comme ça intéressants sur ethiquetv.fr. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.